Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Mesdames et messieurs, le peuple français, demain sera un mois que les Ukrainiens se battent pour leur vie et leur liberté, que notre armée s'oppose de manière héroïque aux forces supérieures de la Russie. Nous avons besoin d'aide, encore plus d'aide, plus de soutien pour que la liberté ne perde pas. Elle doit être bien armée. Nous en avons besoin, vous pouvez. Pour que la liberté ne perde pas, le monde doit la soutenir avec des sanctions contre l'agresseur. Chaque semaine, un nouveau paquet de sanctions. Les entreprises françaises doivent quitter le marché russe. Ils doivent arrêter de financer le meurtre d'enfants et de femmes, le viol. Tout le monde va se rappeler que les valeurs valent plus que les bénéfices. Et nous devons déjà penser de l'avenir, de la façon dont nous allons vivre après la guerre. Il faut des garanties sûres que la sécurité sera inébranlable et que les guerres ne seront plus possibles dans ce monde. Un extrait du discours de Volodymyr Zelensky face au Parlement français, c'était le 23 mars dernier, pour évoquer donc les maux de la guerre. Les discours de Volodymyr Zelensky, ceux que vous avez choisis pour les publier chez Grasset. Charles Dantzig, bonjour. Bonjour, Guillaume Erner. 23 discours exactement que vous avez choisis de Volodymyr Zelensky. Et en face de vous, Volodymyr Cheïko, bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut ukrainien Volodymyr Cheïko, l'agence d'État chargée de promouvoir la culture ukrainienne, et vous serez traduit ici même par Maître Zlotowski. Charles Dantzig, comment vous est venue l'idée de publier les discours de Volodymyr Zelensky? Comment les avez-vous choisis? Eh bien, l'idée m'est venue très simplement, c'était une idée humaine. Enfin, c'était un pays envahi et agressé, et je dois dire que je trouvais qu'on parlait de manière assez légère de Zelensky au début, enfin comme ancien comédien, des choses comme ça, et on avait affaire à un homme qui était en train de se transformer en un autre homme. Et il se transformait par l'art oratoire et par ses discours, et je me suis dit que ces discours, ce qui était important, c'était de les publier sous forme écrite, parce que en réalité, personne ne les a entendus. On a entendu des bouts de discours, on a entendu des phrases citées à la télévision, sur les réseaux sociaux, mais dans leur intégralité, personne ne les a entendus. Donc je pensais que c'était utile et même important de porter des discours complets à la connaissance du public français. Donc je me suis adressé à des officiels ukrainiens qui m'ont donné les textes officiels des discours que j'ai fait traduire, et je les ai choisis dans un sens assez simple qui est en somme un sens narratif. Le volume commence par un ou deux discours qui datent d'avant la guerre même, puis les discours durant la guerre jusqu'à la période la plus proche et qui raconte le récit de la guerre. L'un des discours peut-être qui a le plus marqué les esprits est le discours que vous avez appelé la cible numéro 1, où Zelensky déclare notamment « Je sais que beaucoup de fausses informations sont constamment diffusées. Je serais, selon celle-ci, déjà parti de Kiev. » C'était le 25 février, je le rappelle. « Je reste dans la capitale, dit Zelensky. Je reste avec mon peuple. Pendant la journée, j'ai tenu des dizaines de discussions internationales. Je resterai dans la capitale. Ma famille est aussi en Ukraine. Mes enfants sont en Ukraine. Ma famille n'est pas une famille de traîtres. Ils sont des citoyens ukrainiens. Je n'ai pas le droit de dire où ils se trouvent. Selon nos informations, l'ennemi m'a désigné comme étant la cible numéro 1. Ma famille est la cible numéro 2. » C'est un discours qui avait beaucoup marqué les esprits, Charles Dantzig. Et d'autant plus authentique qu'on a découvert il y a quelques jours, vous avez dû voir ça, Newsweek a publié un reportage en ligne il y a 2 ou 3 jours, faisant le récit apparemment authentique de troupes parachutées par les Russes à Kiev ou Kiev, comme peut-être nous devrions dire maintenant, de troupes russes parachutées sur la capitale pour tenter d'assassiner Zelensky le premier jour même de la guerre. Donc c'est tout à fait authentique, et comme nous savons aussi, je crois que des puissances occidentales lui ont proposé de l'exfiltrer, si on peut dire, et qu'il a refusé de le faire. Il est resté dans son pays, et c'est là qu'il a commencé à étonner le monde. Oui, c'est avec une réplique, là aussi, qui restera
célèbre où il disait « Je n'ai pas besoin d'un avion, j'ai besoin d'armes », qui a beaucoup marqué les esprits. Volodymyr Cheïko, vous qui êtes directeur de l'Institut ukrainien, comment sont perçus ces discours de Volodymyr Zelensky dans votre pays? Ce sont des messages extrêmement puissants qui sont livrés quasiment tous les jours dans le pays, mais aussi très importants à l'extérieur du pays, sur ce qui se passe dans notre pays. Donc tous les jours, il y a des communications du président et de la présidence sur la situation actuelle sur le front. Ce que j'aime particulièrement au sujet de ces messages, c'est qu'ils sont véritablement destinés, véritablement chacun à une audience très précise. Par exemple, au Parlement européen ou au Parlement français, c'est jamais une répétition des mêmes messages. Ils parlent véritablement aux gens des différents pays auxquels ils s'adressent. Et je crois que c'est quelque chose qui les rend extrêmement puissants. Charles Dantigue. Oui, effectivement, il a un sens de la formule très net, mais ce qui me frappe, moi, dans ses discours, c'est qu'on n'arrête pas de nous dire c'est un homme de télévision, un comédien, etc. Mais ce sont des discours très structurés, très écrits, moyennant quoi on sent aussi que, comme le disait quelqu'un que nous connaissons, le médium est le message, et que donc il a l'art, dans ses discours écrits et articulés, de délivrer à chaque fois une ou deux formules, et plutôt une seule, qui peut faire message. Par exemple, des choses qui peuvent être très simples. Nous sommes ukrainiens, nous sommes sur notre terre, vous êtes russes. C'est simple, c'est net et ça parle. Mais tout ça, ça fait partie d'un discours très structuré et qui va au-delà du fait qu'il s'adresse à chaque audience en parlant, comme nous le savons tous, aux États-Unis, au Congrès américain, des tours jumelles ou du 11 septembre. En France, d'Oradour. Voilà, exactement. Donc c'est quelque chose de plus structuré que ça et qui délivre, je crois, un discours général. C'est-à-dire qu'il me semble que quand on lit l'ensemble des discours tels que je les ai publiés, de ces 23 discours, on a affaire à la fois à un récit de guerre, c'est-à-dire la façon dont la guerre se déroule au fur et à mesure, puisque les discours sont par ordre chronologique. D'autre part, un récit de résistance, parce qu'au fur et à mesure, au tout début, ils racontent qu'ils sont seuls, et ça c'est passionnant, et puis il appelle les armes à venir, et puis la résistance commence, et puis l'Ukraine semble au bord de tomber, elle ne tombe pas, donc il y a ce discours de résistance, et en plus, il y a un discours de pensée, je ne veux pas dire de réflexion politique qui est au-delà de la guerre même et qui consiste à dire, et il le dit très positivement, que c'est une guerre pour l'Ukraine, mais que c'est une guerre pour l'Europe. Enfin, ce que maintenant nous avons tous compris, je crois. Volodymyr Cheïko, il faut que vous nous disiez qui était Volodymyr Zelensky avant de devenir cette célébrité internationale, quand il a été élu président ukrainien. Bon, on sait tous que c'est un ancien acteur. On a évoqué la série qui a été diffusée en France, Serviteur du peuple, et largement regardée. Mais quelle était l'image de Zelensky avant que la guerre n'éclate ? C'était une célébrité nationale avant la guerre, un comédien de talent, un producteur de talent aussi, parce que il y a toujours une compagnie de production très importante, des séries que vous avez mentionnées. L'attitude générale vis-à-vis de Zelensky était plutôt bonne. Il n'a jamais été très sérieux au sujet de beaucoup de choses. Il avait du plaisir à cette célébrité qu'il avait à travers le pays entier. Et maintenant, et de ce que j'entends à travers le monde, et comme vous l'avez dit très précisément, il utilise cette force qu'il a acquise en tant que président aujourd'hui. Nous voyons l'évolution de sa personnalité au cours des derniers mois. Je n'aime pas, dans certains des débats que j'ai, il est toujours réduit à comédien, à acteur. Et je crois que maintenant, il est beaucoup plus que cela. Et la perception du public devrait évoluer aussi à partir de ce point de vue-là. Mais
Volodymyr Zelensky est un homme politique, même si c'est un homme politique atypique. Avant la guerre, il y avait bien sûr un certain nombre de dissensions. Il était modérément populaire. Well, I would say most people in the country knew him at least. La plupart des gens du pays le connaissaient au moins et avaient regardé au moins une de ses séries télé ou un de ses films au moins une fois. Donc c'était une célébrité reconnue, oui. Mais sa popularité aujourd'hui est incomparable par rapport à ce qu'elle était avant la guerre. Mais au-delà de sa popularité, le fait que cet homme était contesté comme tout homme politique, qu'il avait des critiques, que les Ukrainiens se divisaient sur la politique qu'il menait, notamment vis-à-vis de la Russie. Volodymyr Chenko. Well, as with every, I think, single politicians, comme avec tout homme politique ou femme politique, les politiciens divisent par les déclarations qu'ils font au cours des élections. Ce n'est pas pertinent aujourd'hui ce qui était précédemment, parce que les circonstances ont complètement changé et les lignes de division sont ailleurs qu'il y a 3 mois. Charles Dantzig, je vous avais demandé de choisir quelques extraits des discours de Volodymyr Zelensky pour que d'abord vous les lisiez et qu'ensuite on évoque ce qui vous paraissait important dans ces extraits. J'ai choisi, si vous voulez bien, 3 extraits brefs pour ne pas être trop long. Le premier est un extrait du discours aux Italiens qu'il a prononcé le 12 mars, c'est-à-dire, je rappelle que la guerre a été déclenchée le 24 février, c'est-à-dire 2 semaines après le début de la guerre. Et voici ce qu'il dit. « Je pose la question différemment. Comment l'Europe peut-elle s'aider elle-même ? Parce que cette guerre n'est pas seulement contre notre peuple, pas seulement contre les Ukrainiens, c'est une guerre contre les valeurs qui nous rassemblent, contre notre aptitude à vivre. Vivez, ne tuez pas comme le font les militaires russes sur notre territoire. Ressentez-vous en quoi nous sommes différents d'eux? Nous vivons, ils tuent. » Voilà une des formules frappantes qu'il peut employer dans ses discours. Et dans un discours du 6 mars, c'est-à-dire une semaine avant, il parle des attaques des Russes sur le territoire ukrainien. Et il raconte que les soldats russes ont commencé à capturés ont commencé à parler, à raconter des choses. Ils ont préparé l'invasion exactement de cette manière, cruellement, cyniquement, en violant consciencieusement les lois de la guerre. Ainsi Kharkiv, ainsi Tchernihiv, ainsi Soumy, ainsi Mariupol et bien d'autres villes héroïques ont fait place au mal absolu, à l'atrocité. Tout cela a été planifié, mais cela ne tuera pas notre humanité, qui est un élément important de ces discours qui revient souvent, car il n'arrête pas de rappeler que l'Ukraine, aussi brève soit son existence en tant qu'État, est un pays qui n'a jamais déclaré la guerre à un autre et qui ne veut pas la guerre. Et enfin, j'ai choisi, si vous voulez bien, un extrait d'un discours du 7 mars aux Ukrainiens. Je voudrais dire que ces discours de ce volume sont vraiment peu connus parce que beaucoup des discours choisis ont été prononcés pour les Ukrainiens et ne sont pas des discours au Parlement étranger. Donc, il parle des dirigeants parce que ces discours sont aussi une forme de journal intime. Il raconte aux Ukrainiens ce qu'il fait jour après jour. Et donc là, il raconte dans ce discours-là qu'il vient de parler avec Boris Johnson, avec Macron et avec Draghi et qu'il a réclamé de nouvelles sanctions, je le cite, de nouvelles sanctions contre la guerre et pour la paix, le boycott des exportations russes, en refusant en particulier les produits à base de carburant et de pétrole russe. On peut appeler cela un embargo ou tout simplement de la moralité. C'est refuser de donner de l'argent à un terroriste, bloquer les importations de la Russie. S'ils ne veulent pas appliquer des règles civilisées, ils ne doivent pas recevoir les biens et les services de la civilisation, laisser la guerre les nourrir. Voilà, il est quand même très éloquent. Et pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'il était comédien, je suis d'accord avec votre autre invité. Je pense qu'il est
très exagéré et même légèrement déplacé de rappeler en permanence ce qu'il a été, non qu'il y ait la moindre honte à avoir été comédien, mais on dirait qu'il y a une espèce de tentative du spectaculaire dans ce que ça a de pire, de le ramener vers quelque chose qui est la bouffonnerie, alors que c'est un homme qui se transfigure. On a affaire là à une transfiguration morale de quelqu'un, et quelque chose au-delà même de la guerre que je trouve frappant. Et alors aujourd'hui, Volodymyr Cheïko, le fait que ces discours soient devenus des discours particulièrement marquants dans le fond comme dans la forme, comme dans... j'allais dire la mise en scène, le mot est mal choisi, mais les circonstances font que ces discours sont diffusés par le biais donc de vidéos sur Internet pour des raisons que l'on comprend de manière évidente. Tout cela donne une sorte de visibilité à la guerre en Ukraine et à la cause ukrainienne. J'imagine que cela a permis à votre pays de se réunir autour de Zelensky. Ces déclarations sont des sources d'inspiration puissantes. C'est un élément important de la guerre d'aujourd'hui et ils sont cités largement à travers le pays et dans les médias sociaux. Et ça raconte un récit cohérent, clair de ce qui arrive en Ukraine et ça le raconte à l'international. Et au-delà de ce que vous avez dit, Charles Dantzig, c'est que les bases fondamentales de l'ordre mondial sont défiées, sont détruites. Et nous sommes vraiment sans savoir quoi faire, parce que les institutions internationales ne savent pas quoi faire. Les fondements humanitaires des projets européens sont défiés. Et beaucoup de pays sont là, les bras ballants, sans savoir quoi faire. Je pense que ce message très clair qui s'adresse à des choses très très précises, c'est ce qui rend ces discours extrêmement puissants sur le plan international. En Ukraine, c'est une source importante d'information, mais aussi ça informe le public sur la façon dont le monde réagit à la guerre. Et le soutien à l'Ukraine qui s'accroît de l'Europe et d'autres pays, eh bien, ce sont des choses qui sont utilisées comme des gros titres maintenant et sont réutilisés, recyclés dans tellement de médias à travers le pays. Moi, j'ai commencé beaucoup de mes journées en écoutant ces discours parce que ça m'aide, moi, dans mon travail quotidien. Volodymyr Cheïko, vous êtes directeur de l'Institut ukrainien, l'agence d'État chargée de promouvoir la culture ukrainienne. Charles Dantzig, vous êtes auteur, vous êtes éditeur et on vous doit notamment ce Pour l'Ukraine, ce choix de 23 discours de Volodymyr Zelensky. C'est publié aux éditions Grasset. On va continuer à évoquer ces discours, peut-être les comparer aussi à d'autres discours, la manière dont les discours en politique peuvent aujourd'hui être décisif, et puis ces discours de guerre, on pense évidemment au discours de Churchill, et puis évoquer la situation en Ukraine dans quelques instants. Il est 8h sur France Culture. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et nous retrouvons nos invités. Charles Dantzig, vous êtes auteur et vous venez d'éditer pour le compte des éditions Grasset 23 discours de Volodymyr Zelensky sous le titre de Pour l'Ukraine. Nous sommes en compagnie également de Volodymyr Cheïko, vous êtes directeur de l'Institut ukrainien. On vient d'évoquer l'Europe, Volodymyr Cheïko, et puisque vous êtes dans une agence d'État chargée de promouvoir la culture ukrainienne, l'Ukraine se sent-elle européenne? Comment se traduit ce sentiment? Je pense parfois que l'Ukraine se sent plus européenne que d'autres pays européens qui sont dans l'Union depuis plus longtemps.
Il y a un manque de compréhension fondamentale sur le plan international de l'Ukraine. Ça a toujours fait partie du projet européen. Ça peut être ignoré par beaucoup, ça peut être situé dans l'est de l'Europe, mais les liens historiques entre l'Ukraine et d'autres pays de l'Europe du centre, du sud, de l'ouest et d'autres lieux du monde, ça a toujours été là. Et soudainement, dans mon travail quotidien, nous nous retrouvons dans une situation, le 24 février, avec cette invasion russe de l'Ukraine, le monde, l'Europe en particulier, soudain découvre qu'il y a ce pays immense à la porte d'à côté et dont les gens ne connaissent rien. Et c'est vraiment une conception préconçue que l'on tente de lutter. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent ne pas faire attention à l'Ukraine parce que elle a toujours été là. Mais l'histoire de ces liens culturels historiques n'est pas évidente pour beaucoup de personnes. C'est vrai, un grand défi pour nous. Charles Dantigue. Je voudrais ajouter quelque chose qui aura l'air peut-être anecdotique, mais qui ne l'est pas, et qui, à mon avis, montre les liens très anciens entre l'Ukraine et sinon l'Europe, du moins la France. Car comme vous savez, Guillaume Erner, il y a un lien assez sentimental entre la France et la Russie pour telle et telle raison, et depuis, mais au fond pas si longtemps, depuis la Troisième République. Or, nous avons eu une reine ukrainienne en France. Un roi Henri du Moyen-Âge, du XIe siècle, a épousé une Anne de Kiev, et qui était donc une reine ukrainienne. Et c'est à cette Anne de Kiev, dans la mesure où elle était de religion, disons, orthodoxe et de rite grec, que nous devons le prénom Philippe en France. Le premier roi Philippe est un enfant de cette... Donc, c'est un lien du langage qui est malgré tout, au-delà de l'anecdote, relativement important. Bon, alors il y avait un roi de France, mais vous l'avez rappelé, Volodymyr Cheïko, l'Ukraine est un très grand pays et il y a différentes manières d'envisager le passé de ce très grand pays. Si on prend par exemple Lviv a été allemand, Lviv a été polonais. Autrement dit, on a à la fois une situation pour cette partie-là de l'Ukraine. Si on regarde du côté de la Crimée, c'est autre chose. Comment peut-on imaginer que l'Ukraine constitue un bloc? Quelle est la culture commune? Alors maintenant, hélas, il y a la guerre, le personnage de Volodymyr Zelensky, mais au-delà de cela. La tragédie de l'histoire ukrainienne, c'est que l'Ukraine a été divisée entre divers empires, et ce sont ces parties-là qui constituent l'Ukraine d'aujourd'hui, ces parties qui ont fait partie d'autres entités, mais n'ont jamais cessé d'être ukrainiennes. L'Ukraine d'aujourd'hui est tout d'abord une construction européenne dans le meilleur sens du terme. C'est une nation qui a été formée, qui a été développée, qui a été transformée et pas en un seul jour. Et cette guerre va finalement faire quelque chose qui va cimenter cette identité, qui va rendre les gens conscients de ce qu'ils sont, de qui ils sont, et trouver leurs valeurs communes, trouver leur fondation dans le monde. Et d'accord, votre question de l'extérieur. Oui, l'Ukraine peut sembler être une collection de territoires. Comment est-ce qu'on trouve la bonne clé pour approcher quelque chose dont on ne sait pas grand-chose? Eh bien, c'est là où la diplomatie culturelle doit entrer. Moi, je crois fermement que ce n'est que par des interactions culturelles, par des expériences culturelles, par des films, de la littérature, des débats universitaires, ce n'est que là qu'on pourra avoir le sentiment de l'existence d'autres pays. Et c'est vrai aussi pour la France, parce que la France, bien sûr, c'est son actif le plus important dans le monde, c'est sa culture pour la France. Comment est perçue justement la France? Vous êtes à Paris notamment pour nouer un certain nombre de liens ou les approfondir, puisque ces liens existent déjà, Volodymyr Cheïko. Quelle est la manière dont la France était perçue peut-être avant la guerre et puis aujourd'hui, maintenant?
Eh bien, elle était perçue et toujours perçue comme un pays de très grande culture. Et de mon point de vue professionnel et personnel, il y a beaucoup de liens culturels fascinants entre artistes, entre l'Ukraine et la France. Et c'est là, ainsi, que les gens peuvent se relier de l'Ukraine vers d'autres pays, dont la France. Parce que, par exemple, au début du XXe siècle, beaucoup d'artistes ukrainiens sont arrivés à Paris et sont devenus partie de la culture française, dans l'avant-garde de l'art. Et c'était très, très apprécié. C'est toujours très apprécié et connu en Ukraine. Mais au-delà de cela, bien entendu, c'est une attraction touristique évidente. La gastronomie française est appréciée, bien entendu. Mais la France est vue comme un soutien de l'Ukraine en Europe. Mais dans le même temps, un pays qui a des liens sentimentaux extrêmement forts avec la Russie. Et c'est ce qui rend cette perception de la France aujourd'hui en Ukraine très divers. Vous voulez dire discuter parfois, puisque Charles Dantzig a expliqué qu'effectivement, en France, il y avait aussi des liens avec la Russie. Voulez-vous dire que certains Ukrainiens trouvent que la France est duplice, parce que dans cette guerre, la position de la France a toujours été plutôt claire, à mon sens en tout cas? Non, je ne pense pas qu'elle a un double visage, la France. C'est pas à moi de critiquer cette position, mais il est vrai que la France, sur le plan culturel et historique, a été liée à la Russie. Il y a un fort sentiment pour la culture russe. Ce sentiment est très fort en France. Je crois qu'aujourd'hui, la position de l'Ukraine et sa dépendance de soutien du reste de l'Europe dépend principalement sur la façon dont les pays européens peuvent repenser leur position par rapport à la Russie et y réfléchir à nouveau. Mais vous aussi, j'imagine, Volodymyr Cheïko, même si vous êtes directeur de l'Institut ukrainien, vous avez une relation avec la Russie. Je ne sais pas si vous êtes russophone, si vous êtes né russophone ou si l'Ukraine est votre langue natale. Vous avez nécessairement une part de vous, et c'est cela aussi qui est terrible dans ce conflit, une part de vous qui est tournée vers la Russie. Ma langue maternelle est l'ukrainien. Je parle russe comme, je pense, la plupart des gens dans mon pays qui sont bilingues. Mais je ne pense pas que la Russie a une place importante dans mon identité ou dans ma perception du monde. Oui, c'est un pays voisin. C'est un pays qui a très longtemps eu un effet important sur l'Ukraine de bonne et de mauvaise manière. Mais je pense que beaucoup de gens se sont libérés de cette dépendance de la Russie aujourd'hui et de ce besoin de regarder la Russie. On préférerait ne pas le faire à l'avenir. La langue de Volodymyr Zelensky. Charles Dantzig, vous qui avez publié donc ces 23 discours du président ukrainien, qui les écrit ? Alors, je crois que ça n'a pas été dit à ce jour en France. L'auteur des discours, comme on sait, les hommes politiques n'écrivent pas eux-mêmes leurs discours ou de manière excessivement rare. Et ils confient leurs idées à des gens qui écrivent pour eux. Et l'auteur des discours est un homme qui s'appelle Dmytro Litvin, qui est un homme de 38 ans, si je ne me trompe pas, qui était auparavant un journaliste et un analyste politique, et qui est quelqu'un qui rencontre Zelensky tous les jours, lequel Zelensky lui donne les idées de base, il écrit, Zelensky réécrit. Et ce Litvin est un homme suffisamment important pour habiter encore maintenant rue Bankova à Kiev, qui est la rue, comment pourrait-on dire, un peu comme Downing Street à Londres, qui est la rue du gouvernement et de la présidence, et qui, sauf erreur, mais notre invité pourra me le dire, je crois, est la rue où siège aussi l'Union des écrivains ukrainiens. Et donc, c'est cet homme qui écrit les discours, mais évidemment sur les indications de Zelensky, qui lui fournit les éléments et qui les réécrit après. Volodymyr Cheïko, un mot sur la manière dont ces discours sont écrits, peut-être sur la plume de Volodymyr Zelensky.
J'ai entendu parler de cette personne, mais je pense qu'il y a une équipe de personnes qui travaillent sur ces discours et les détails ne sont pas rendus publics. Je crois que l'Union des écrivains n'a rien à voir avec ça. Non, c'est vrai qu'elle était dans cette rue, pardon. Oui, bien sûr, vous avez raison, c'est dans cette même rue. Et la manière, là aussi, dont le président Zelensky s'est métamorphosé physiquement. Il y a sur la couverture ce désormais très célèbre t-shirt vert, cette manière donc de s'habiller qui est une manière militaire. Quel impact, quelles conséquences aussi sur l'opinion publique ukrainienne, Volodymyr Cheïko? I think the consequence of that is how he challenged and keeps challenging. La conséquence, c'est la façon dont il défie et continue à défier les normes de la diplomatie, les normes du discours public, de ce qui a été, de ce qui est accepté dans les affaires internationales, la façon dont lui et les membres de son équipe rapprochée, de quoi ils ont l'air, la façon dont ils parlent. Il n'y a que 2 mois depuis le début de cette invasion massive. Et tout le monde est devenu tellement habitué à cela. Mais il y a quelques mois, c'était impensable de le faire. Mais alors, quand vous dites impensable, parce qu'on a vu par exemple des conférences de presse où Volodymyr Zelensky prend une chaise et s'assied de manière très informelle avec les journalistes. Est-ce que ça, c'est une conférence de presse de guerre? Est-ce qu'auparavant, il y avait cette absence de formalisme dans la politique ukrainienne? Mais bien sûr, il y avait un formalisme politique. Mais ce que je ressens personnellement, c'est que, en tant que citoyen, bien sûr, Zelensky a changé la façon dont il gouverne, mais c'est allé à 100% plus loin que ce qu'il faisait précédemment. Donc il a défié toutes les limites et ça aide l'effort de guerre ukrainien. Votre regard, Charles Dantzig? Eh bien, je trouve, enfin, pour ce qui est de l'habillement, évidemment, il prend ce quasi-uniforme kaki, qui est juste le symbole dramatique que son pays est en guerre. Je trouve que la chose la plus forte qui puisse arriver, ça sera qu'un jour, il puisse parler en civil, parce que ça montre aussi la militarisation de son pays, bien malgré lui. Et après tout, Churchill, quand il était Premier ministre de temps de guerre, de temps en temps mettait un habit militaire, mais aussi s'habillait en civil. On n'est pas... Churchill adorait les déguisements. Churchill adorait les déguisements, en effet. Je voudrais en profiter, Guillaume, pour ne pas oublier une chose importante, c'est que le livre que je publie et que Grasset publie, des discours de Zelensky, est un livre non-profit, comme on dit, c'est-à-dire que tous les profits de la vente du livre seront reversés à un organisme qui est géré par l'ambassade d'Ukraine à Paris. Vous avez parlé de Churchill, Charles Dantzig. Justement, si on tentait une comparaison, c'est toujours compliqué, mais une comparaison entre les discours de guerre des uns et des autres. Alors, Churchill avait lui aussi des plumes, mais les discours principaux, il les a écrits lui-même. En tout cas, la légende dit qu'il les a écrits lui-même. Je ne sais pas si vous avez des informations. Je crois que ses livres, c'était un peu différent. Oui, c'est un peu... On sait, comme vous savez, Churchill a eu le prix Nobel de littérature et on s'est rendu compte, ou on a voulu se rendre compte bien après, qu'en réalité, il y avait une équipe d'auteurs qui écrivaient pour lui et que lui remettait la main là-dessus, mais ça n'est pas si important. La langue de Churchill était plus littéraire. Churchill, comme nous savons, est un homme qui a d'ailleurs pas fait de si bonnes études, mais qui était imprégné de Shakespeare, qui était imprégné de ce langage classique anglais et qui transpire dans tous ces discours. On pourrait aussi comparer les discours de Zelensky à un grand ancêtre de l'art oratoire qui était Démosthène, l'Athénien de la Grèce antique, qui, comme vous savez, faisait des discours contre Philippe de Macédoine, ces célèbres philippiques, où il tentait de convaincre les Athéniens de faire la guerre. Eh bien, si on pouvait faire une comparaison de ces trois-là, c'est-à-dire de Démosthène comme grand ancien, de Churchill au XXe siècle et de Zelensky maintenant, au-delà des buts de guerre et de ce que racontent de manière très pratique leurs discours, parce qu'il y a ça aussi, ce sont des discours pratiques, c'est on veut des armes, on bombarde là, etc. Et au-delà du fait qu'ils s'adressent principalement
à leurs nationaux, si je puis dire, c'est chacun de ces auteurs de discours, de ces grands orateurs, s'adresse aussi à nous à travers les temps et à d'autres pays. C'est-à-dire que je pense que Démosthène essayait de convaincre les Athéliens qu'ils étaient moins bien qu'ils ne croyaient être, parce qu'en fait, ils tardaient à résister à Philippe de Macédoine. Je pense que Churchill a tenté de convaincre les Anglais qu'il valait mieux qu'ils n'étaient, parce qu'il les a engagés à résister. Et je pense que Zelensky nous parle à nous, Européens, en nous disant que finalement, nous valons peut-être mieux que nous ne le pensions jusque-là, parce qu'une chose qui est frappante, c'est que la guerre a été déclarée le 24 février. Enfin, la guerre n'a pas été déclarée. La guerre a commencé le 24 février. Mais rappelons-nous quelques jours avant comment les Russes ont fait des chantages sur l'OTAN et que nous avions peur et que nous pensions que ce qu'on peut appeler l'Occident était une chose décadente au bord de la ruine, etc. Et finalement, Zelensky nous a galvanisés à nous. Justement, Volodymyr Cheïko, est-ce qu'il y a cette référence à Churchill? Parce que l'un des points communs, c'est finalement ces deux hommes qui, alors qu'ils auraient pu agir autrement, disent on ne se rendra pas. I think, you know, it's almost 80 years since Ça fait quasi 80 ans depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je crois que les discours de Churchill, vous savez, la valeur ajoutée à ces discours est venue avec le temps. Et on aura besoin de temps entre aujourd'hui et ce que Vladimir Zelensky a dit dans ses discours. Il est trop tôt aujourd'hui probablement pour savoir quel sera l'héritage de la guerre. Il faudra y revenir plus tard, comme on le fait aujourd'hui avec les discours de Churchill. Et puis, je voulais revenir aussi sur un autre discours du passé, des discours d'ailleurs que vous avez publiés, pas tous, mais certains du président Obama. On écoute un extrait, Charles Dantzig, de ce président dont vous avez édité les discours. Mes chers concitoyens, ça a été un grand honneur d'être à votre service. Je ne vais pas m'arrêter. Je vais être avec vous en tant que citoyen. Je vais continuer. Pendant le reste de ma vie, je vais continuer à vous servir en tant que citoyen. Maintenant, que vous soyez jeune ou moins jeune, j'ai une dernière chose à vous demander en tant que président. La même chose que je vous ai demandé quand vous avez voté pour moi il y a 8 ans. Je vous demande de croire, non seulement en ma capacité à réaliser le changement, mais en votre capacité à réaliser le changement. Gardez cette foi. Et rappelez-vous les pères fondateurs, l'esprit de ceux qui se sont libérés de l'esclavage, qui ont œuvré pour la justice, la croyance réaffirmée par ceux qui ont planté les drapeaux américains dans les champs de bataille à l'étranger, qui ont créé une histoire qui reste encore à écrire. Nous le pouvons. Oui, nous le pouvons. Nous l'avons réalisé. Nous le pouvons. Merci. Charles Dantzig, les discours de Barack Obama. Eh bien oui, j'avais publié Obama avant même qu'il soit désigné par le Parti démocrate pour devenir candidat à la présidence de la République. La grande différence, c'est que ce sont des discours de paix. Et que dans ces discours-là, il peut plus développer des raisonnements et une pensée que des discours d'urgence que sont des discours de guerre. C'est la très, très grande différence. L'autre chose que Obama nous apprend, nous venons d'entendre là le discours qui était le discours final du dernier jour de sa présidence, est qu'un démocrate, quand il se retire, il se retire. C'est-à-dire Obama, on ne le voit plus. Et je crois que la plus grande chose qui pourra se produire, c'est que quand la guerre d'Ukraine sera finie, Zelensky se retire, comme tout bon démocrate. Alors ça, c'est une bonne question, puisque Volodymyr Cheïko, si on essaie de réfléchir aujourd'hui à la figure de Volodymyr Zelensky, il est devenu, pour certains, une figure christique, mais en tout cas, c'est probablement l'un des hommes politiques les plus connus au monde, les moins discutés dans son pays. Et il y a eu une époque où il y avait des gens comme Churchill, Roosevelt, De Gaulle, Ben Gourion, que sais-je encore.
Aujourd'hui, sur la scène internationale, les personnages de cette taille ne sont pas si nombreux. J'imagine que ça ne doit pas être simple d'être gouverné par un homme qui a une allure aussi christique, même si aujourd'hui son importance politique ou son rôle n'est pas discuté. Cela pose de nouvelles questions. Ça peut poser la question sur la façon de vivre après la guerre. La façon dont les politiciens sont très bons à gouverner en temps de guerre, sont-ils aussi bons à gouverner en temps de paix? C'est une bonne question à poser. Mais bon, je ne peux pas en discuter présentement, mais ce que je peux dire, c'est que les gens attendent d'avoir le plan de reconstruction après la guerre. Et le président a fait quelques pas dans cette direction, mais c'est trop tôt pour en parler avant que la guerre ne soit terminée. Alors que la guerre se poursuit, comment est-ce qu'on peut penser à la façon dont se gouverner ou d'être gouverné en temps de paix? Et puisque la guerre hélas se poursuit, il y a des livraisons d'armes qui sont annoncées par les États-Unis, des livraisons d'armes supplémentaires. Il y a une question qui est posée parfois par certains Français, et j'aimerais vous la poser, Volodymyr Cheïko. N'est-il pas dangereux de livrer des armes à l'Ukraine, autrement dit, de prolonger la guerre? En tant qu'Ukrainien, comment percevez-vous ce type de remarques? Il y a une version plus extrémiste de cette question que j'ai reçue de gens d'autres pays non européens. C'est pourquoi est-ce que l'Ukraine ne se soumet pas, ne se rend pas pour sauver des vies? C'est un pas de plus dans cette direction. Comment? À quel point ça peut être dangereux? Je ne comprends pas. C'est une guerre d'extermination. C'est une guerre où les objectifs de la Russie sont tellement clairs. C'est la destruction de la nation. C'est vraiment la privation de ce droit à l'existence. Comment est-ce que des armes fournies à l'Ukraine être dangereuse? Comment peut-elle être dangereuse? Ironiquement, ça va aider à sauver des vies, parce que l'Ukraine sera capable de mieux se défendre. Si les armes ne sont pas livrées, eh bien, l'Ukraine va tomber, et va tomber sous l'occupation russe. Je me pose la question, pourquoi est-ce que cet argument est tellement contourné dans l'esprit des gens? Une question difficile, Volodymyr Cheïko. Pensez-vous que cette guerre va durer encore longtemps? Je crains qu'elle ne se poursuive, oui. Même s'il y a un cessez-le-feu, même s'il y a un accord qui est fait à la satisfaction des Ukrainiens d'aujourd'hui, je crains que cette guerre va durer. Peut-être pas en tant que guerre dans sa phase active, parce que cette guerre se poursuit depuis tellement longtemps. Vous savez, des attaques culturelles sur l'Ukraine, la désinformation, la propagande. Cette guerre a beaucoup de visages. Même si cette guerre est souterraine, elle va se poursuivre d'une façon ou d'une autre. Et les Ukrainiens doivent être prêts pour une lutte existentielle à longue durée. Et je le répète, même si la phase active de la guerre cesse plus tôt qu'on ne le croit. Une guerre qui est aussi une guerre des mots. Charles Dantzig, vous y participez en ayant choisi de publier ces 23 discours de Volodymyr Zelensky. Vous l'avez fait aussi pour montrer, j'imagine, à quel point les discours peuvent avoir un rôle essentiel dans la manière de galvaniser un peuple et de porter une parole. Naturellement, et je l'ai fait aussi pour une raison très simple, c'est que c'est un livre. Et ce qui reste, ce sont les livres. Quand dans 3 mois, dans 3 ans et même dans 3 heures, on voudra chercher les discours de Zelensky, c'est déjà devenu très compliqué. Il faut aller farfouiller au fond d'Instagram, des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on entend des discours en ukrainien mal surtitrés en anglais? Donc c'est déjà devenu très compliqué. On croit que la civilisation de la communication, ou disons la société de la communication est quelque chose de commode, ça ne l'est pas. Ce qui reste, c'est un livre, et ce qui restera, c'est un livre. Vous savez, quand Stendhal est parti pour la guerre contre la Russie, qu'est-ce qu'il a emporté avec lui? Il a emporté un livre.
c'est les livres qui restent. Donc la matérialisation de la pensée et de la résistance des Ukrainiens, c'est aussi sous la forme d'un livre. Et c'est très important, on parle quand même sur France Culture. Et c'est la raison pour laquelle on retrouve ces 23 discours pour l'Ukraine, signé Volodymyr Zelensky, bien sûr, chez Grasset. Tous les profits de la vente de ce livre seront donc reversés au peuple ukrainien. Merci Volodymyr Sheiko, directeur de l'Institut ukrainien. Merci de nous avoir donné votre vision. Voilà, c'est une manière aussi de ne pas oublier ce qui se passe en Ukraine, mais il n'y a pas véritablement de possibilité de l'oublier ces temps-ci.